Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Macha Bino, je suis la rédactrice en chef des médias du mouvement UP. Alors attendez, parce qu'apparemment j'ai un problème de micro. La magie du direct fonctionne pas du tout. Ouais, je vais prendre l'autre. Alors je vais vous proposer, on va faire ça comme ça. Je prends celui-ci. Donc je recommence et je vous prie de m'excuser dans cette magie du direct. Comme je vous disais, je me présente, je m'appelle Macha Bino. Je suis la rédactrice en chef des médias du Mouvement UP, dont je vous présente le format papier. Je vous explique, Mouvement UP, on a comme ligne éditoriale, on a comme engagement l'investigation de solutions. Notre mission à nous, c'est de poser une sixième question à l'investigation journalistique. En journalisme, en fait, on est censé répondre dans un papier à 5 questions qui sont le qui, quoi, comment, pourquoi et où. Nous, on répond aussi à une sixième question qui est le « et maintenant, on fait quoi ?» Parce qu'on s'est aperçu effectivement que poser et expliquer les problématiques, c'était un premier sujet. Mais par contre, y répondre aussi et amener des solutions pour répondre à ces problématiques, on trouvait ça encore plus pertinent. On appelle ça normalement l'information de solution et du journalisme de solution. C'est le journalisme de solution, il est en fait l'éclairage de ce qu'on appelle des acteurs du changement. J'en ai 2 à ma table ce soir. Un troisième est en cours de route et il arrivera effectivement dans un petit quart d'heure. Nous allons travailler et nous allons discuter autour d'une thématique ce soir qui est l'entreprise socialement responsable. On va en parler justement pour que vous puissiez, derrière votre écran, vous ici présents dans le public, faire la distinction entre ce qu'on appelle le social washing et les vraies entreprises qui sont responsables. Je vous le présente, en fait, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, c'est un sujet que l'on travaille depuis assez longtemps en fait dans la rédaction de Mouvement Up, parce que on est convaincu que l'entreprise a aussi son rôle dans le changement, au-delà effectivement de l'État et au-delà du citoyen. Et nous avions travaillé, vous l'avez à disposition normalement aujourd'hui pour les gens qui sont présents avec nous à Phare, 15 rue de la Fontaine-au-Roi à Paris. Nous avions traité tout un dossier au-delà de la loi Pacte, et je vous engage à le lire pour essayer justement de comprendre où on a commencé à poser les premières briques en fait de cette loi Pacte, qu'est-ce qu'il y a derrière, et on va en parler, et quels sont les points de bascule, et comment est-ce qu'on fait encore une fois la distinction entre vraiment le social washing et même le greenwashing, et effectivement les véritables entreprises qui s'engagent sur ces questions-là. Je vais vous laisser prendre un micro chacun, vous l'avez. Ce que je vous propose en fait, c'est que l'on échange pendant 1 heure. Vous allez d'abord vous présenter assez brièvement en fait vos entreprises, puis on ira un peu plus dans le détail dans vos convictions et votre regard sur ces sujets-là. Guillaume, je vous laisse vous présenter. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc Guillaume Hérisson, moi je dirige le groupe ARES, enfin je co-dirige le groupe ARES parce qu'on on a la chance d'être 2 directeurs généraux à la tête du groupe ARES. Il se trouve que j'ai rencontré des bonnes personnes pendant mes études et j'ai jamais travaillé ailleurs que chez ARES, donc j'ai fait toute ma carrière au sein d'ARES de 2005 en stage de césure jusqu'à aujourd'hui. Et donc je connais ARES, j'ai connu ARES tout petit avec une centaine de bénéficiaires, donc en 2005. Et aujourd'hui, on fait travailler à peu près, cette année, on va faire travailler 1250 personnes en parcours d'insertion. Donc on a bien grandi. Et voilà, et vous voulez que je présente ARES aussi ? Oui, j'aimerais bien. Qu'est-ce que vous faites chez En ARES ? quelques mots, ARES, on est une association, donc loi 1901, qui a été créée il y a 30 ans. La raison d'être d'ARES, c'est de bâtir une société plus inclusive où chacun a sa place et participe aux échanges économiques et sociaux. Donc en résumé, on est là pour créer des solutions d'emploi et d'accompagnement social pour permettre aux personnes en difficulté de retrouver confiance et dignité. C'est OK. C'est bon. Et pour ça, on a créé 15 entreprises inclusives au cours des 30 dernières années. Donc on a 15 entités qui appartiennent à 100% ou en partie ou en majorité au groupe ARES ou à l'association ARES. Et dans ces métiers, on fait de la logistique, de l'économie circulaire, du numérique, du bâtiment, avec toujours le modèle qui consiste à accompagner les personnes à lever les freins sociaux et les accompagner à construire un projet professionnel pour que
les meilleurs éléments nous quittent le plus rapidement possible vers un emploi durable ou une formation qualifiante. Et on a, du coup, sur les 1200 personnes qu'on accompagne, on a un fort turnover voulu de ces personnes qui partent vers l'emploi ou la formation. Et il y en a 2/3 qui retrouvent un emploi ou une formation à la sortie de chez ARES. Sauf erreur de ma part, et en tout cas les informations qu'on m'a données sur vous, c'est que vous avez démarré quand même en stage chez ARES. Et depuis, je cite l'intégralité de vos fonctions. Vous êtes responsable d'exploitation, directeur commercial, directeur du site, directeur des opérations et DG. Vous arrivez à faire tout ça? Non. Ah bon? Oh non. C'est moi qui ai du mal à vous donner les infos. Non, j'ai eu la chance de démarrer effectivement en stage de césure. J'ai eu la chance de grandir dans un milieu où en tout cas j'avais tout ce que je voulais. Et mon stage de césure consistait à emmener des jeunes de cités parisiennes faire des chantiers de solidarité internationale auprès de gamins des rues, et notamment en Thaïlande, en Inde et en Algérie. Et mon premier chantier, j'avais 20 ans, et je me suis retrouvé, ou 22, 21 ans, et je me suis retrouvé avec des gamins qui avaient mon âge, qui, eux, pour le coup, vivaient en cité, avaient peu confiance en eux, peu confiance en l'avenir. Et moi qui voulais partir faire du développement international, je me suis dit, mais en fait, il y a moyen de faire des choses utiles à moins de 10 km de chez toi. Et donc, c'est ça qui a fait que je me suis engagé chez ARES. Et du coup, chez ARES, j'ai fait tous les postes que vous avez cités, de stagiaire à directeur général. C'est beaucoup plus clair. Mais aujourd'hui, je ne fais plus grand-chose à part manager les équipes d'ARES. Guillaume, à côté de vous, vous avez Marc Buisson. Je vais vous laisser vous présenter et puis surtout vous remercier parce que vous êtes secrétaire général du groupe UP, qui est notre partenaire ce soir. Il était important pour nous en fait que l'on s'adosse sur ces sujets-là à un partenaire qui avait du sens dans ces questions-là d'intérêt général et d'engagement social. Vous allez nous expliquer aussi quels sont les engagements du groupe UP sur ces sujets. Et on répondra aussi à la question du pourquoi vous êtes aussi discret sur les choses aussi cool que vous êtes capable de faire dans les actions du groupe UP. Et Guillaume, vous le saurez, Marc a aussi un CV et des engagements qui sont aussi longs que les vôtres. Bonsoir Marc, je vous laisse vous présenter. Bonsoir à tous, bonsoir et merci pour cette occasion. C'est vrai qu'on est partenaire, mais c'est toujours un plaisir pour nous de pouvoir parler un petit peu de nous-mêmes, parce que c'est vrai qu'on ne le fait pas souvent, c'est ce que vous notiez tout à l'heure. C'est un peu le défaut des journalistes, et en fait il ne faut rien dire avant le début des interviews, parce que c'est tout de suite repris. Mais c'est vrai, c'est peut-être une critique qu'on fait, on n'en parle peut-être pas assez, mais ça on en parlera tout à l'heure. Je suis Marc Buisson, j'ai 44 ans, je suis secrétaire général depuis 2 ans du groupe UP. J'ai un parcours plutôt international, et je pense que ça aura aussi un sens et un impact sur ce que je dirai tout à l'heure sur le groupe et sur ma vision aussi de ce qu'est le groupe et ce que fait notre groupe. Avec un cursus, j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer les bonnes personnes. Alors j'ai pas toujours travaillé dans le groupe UP, mais j'ai travaillé quand même une bonne partie de ma vie, une longue partie de ma vie. Ça fait depuis 16 ans que je suis dans le groupe. Avec un parcours plutôt international. Donc j'ai fait différents pays en partant de la République tchèque, la Hongrie, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Italie depuis 11 ans, où je vis actuellement. Et c'est vrai que je partage un peu ma vie entre l'Italie et la France. Et voilà. Avec grand bonheur, depuis 2 ans, secrétaire général du groupe. Donc très proche d'un groupe en fait que je connaissais peu, peut-être, c'est ce que je disais aussi en amont. Parce que je le vivais de l'étranger, je le vivais de l'international, avec des valeurs que j'ai essayé de porter à l'international, et un regard de ce que je pensais être de notre groupe à l'international qui fonctionnait plutôt. C'est vrai qu'on est peut-être discret en France, mais à l'international, c'est toujours bien de porter ces valeurs-là, mais que je touche de manière beaucoup plus concrète depuis 2 ans maintenant. C'est très clair. Je voudrais que l'on démarre, et on se parlera aussi notamment parce que, sauf erreur de ma part, vous êtes aussi administrateur de la Fondation UP, oui. Et on en parlera peut-être aussi tout à l'heure dans les actions que vous avez. Je voudrais qu'on démarre sur un historique de création de vos entreprises au regard en fait de ces sujets-là. Vous démarrez, sauf erreur de ma part, le groupe UP, c'est 1964. Vous arrivez en 2005 dans le groupe ARES. Expliquez-moi en fait quand vous... alors, dans l'évolution, peut-être pas depuis 1964, mais en tout cas depuis que vous êtes là et dans les murs de cette entreprise,
quelles sont les situations, les contextes historiques dans lesquels on est, quel est le regard que l'on a sur ces sujets-là. Et notamment, on va ce soir, principalement pour que vous sachiez, traiter du côté social et moins environnemental. Peut-être Marc, pour commencer. Avec grand plaisir. Alors, je suis obligé quand même de parler un petit peu de l'histoire et de la naissance en 64. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui a créé notre ADN. Et c'est ce sur quoi on base aujourd'hui notre stratégie, la stratégie qu'on est en train de porter justement jusqu'à 2025. C'est un peu un retour à nos origines, un retour voulu à nos origines. Mais c'est pour la petite histoire, c'est plutôt agréable à raconter parce que c'est notre fondateur, Georges Reynaud, qui était une personne très engagée, un syndicaliste, qui avait envie d'un projet industriel, entrepreneurial. Il ne voulait pas le faire tout seul, bien sûr. Il voulait le faire avec des amis à lui, avec d'autres personnes avec qui partager la valeur qu'il aurait créée. Et il a décidé en fait de fonder une société autour d'un système qu'on connaît, c'est le titre restaurant, il avait pu voir des prémices de cette activité dans différents pays. Il avait déjà voyagé, et notamment en Angleterre. Et quand il est rentré en France, il s'est dit j'ai envie de le faire, j'ai envie d'apporter un vrai avantage en fait autour de la pause déjeuner aux salariés qui puissent vivre la pause déjeuner autrement et leur entreprise, donc leur rapport au travail autrement avec les collègues. Et quoi de mieux que le statut de coopérative en fait pour partager tout ça. Il y avait vraiment cette vision dès l'origine de se dire tout ce qu'on va créer, on va le partager. Alors au début, c'était partagé. Vision très novatrice quand même, hein. Totalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le raconter, c'est toujours un discours qui est actuel, en fait, et qui est très actuel, même si on parle des années 60 et de la fin des années 60. Et ça a guidé, en fait... alors, on a eu peu de présidents dans l'histoire du groupe, donc il y a eu énormément de continuité dans ce qu'on a fait, et c'est plutôt une chance, parce qu'on a pu donner, en fait, passer ce flambeau, en fait, qui nous venait de notre ADN jusqu'à maintenant, tout au long de l'époque, des phases de transformation de l'entreprise. Donc, années 60, création, les premiers succès. Alors, tout se fêtait à l'époque, hein, les premiers chèques vendus, les premières sociétés signées. Et c'était vraiment un mouvement qui était, tout se partageait en plus. Donc, on surfait vraiment sur un modèle de réussite. Et ensuite, il a fallu aussi penser de dire, ce modèle-là, il ne peut pas être que franco-français. Donc, il faut le répliquer à l'international. Compliqué, parce que quelque chose qui fonctionne en France, se dire, culturellement, au niveau de l'ADN, comment on va transmettre cette volonté-là à l'international dans des contextes qui ne sont pas forcément les mêmes. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a cherché des partenaires. Donc les premiers partenariats qu'on a fait, c'est en Italie notamment, avec une coopérative, donc monde de l'économie sociale et solidaire. En Bulgarie un peu plus tard, encore une fois, avec des coopératives. Donc on est vraiment allé chercher autour de notre monde pour être sûr en fait que les activités qu'on allait porter dans les pays, que ce soit du titre des jeux restaurants, que ce soit des titres cadeaux, que ce soit des titres sociaux aussi, toute l'ingénierie en fait qu'on est capable de mettre à destination des entreprises, des collectivités ou aussi des citoyens, il fallait le faire en étant sûr en fait qu'on ne perde pas cette identité et cet ADN. Et surtout parce que en période de croissance et de réussite, c'est assez facile en fait de perdre son identité et de après perdre vraiment le fil de ce qu'on a voulu faire au début. Vous avez développé dans vos activités 2 valeurs et 2 piliers fondamentaux qui sont l'alimentation saine et la deuxième chose, c'est l'accès à la culture et aux loisirs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en fait quel a été ce passage en fait à l'ouverture à une deuxième activité qui est plutôt la culture et les loisirs, et qu'est-ce que vous voyez comme valeur derrière ça qui vous semble indispensable de construire autour de cette offre ? En fait, on peut aller un peu sur la pyramide des besoins. Réellement, nous, notre but, c'était de donner des solutions simples pour que les salariés puissent avoir un pouvoir d'achat supplémentaire, pour qu'ils aient cette pause sociale dont on parlait tout à l'heure avec leurs collègues, mais ça ne suffisait pas. Il fallait aller vers autre chose. Et en fait, vraiment, notre principe, c'est toute une ingénierie qui peut paraître compliquée souvent en interne, et je garantis que c'est assez compliqué en interne, parce que la complexité, c'est de rendre facile, en fait, pour nos publics, tout l'accès, en fait, aux produits et aux solutions qu'on propose. L'accès à la culture, c'était l'étape successive en disant, on a assuré quand même en France et à l'international une base, qui est la base plutôt alimentaire, pouvoir d'achat et alimentation en fonction des modèles. Et après, il fallait aussi le proposer pour la culture, pour le divertissement. C'est ce qu'on a fait depuis des années, en fait. Les cartes culture, les chèques culture, en France comme à l'international, c'est vraiment le deuxième pilier, à destination bien sûr des salariés, des collectivités locales, mais pas seulement. Et aussi les publics qui sont peut-être un peu plus en situation de difficulté. Et là, on parlera de la fondation. Alors, on en parle maintenant, si vous voulez, ou on en parle un peu plus tard. Ça, c'est vous qui décidez. Parlez-moi de la fondation.
Alors, la fondation Up, pareil, c'est une idée en fait de se dire il faut que notre engagement, c'est vrai qu'il y a tout cet aspect business, et même si on a une entreprise qui se veut différente, c'est quand même du business malgré tout, même si on le partage, et si la redistribution est peut-être différente que dans notre modèle, mais il y a aussi l'aspect en fait d'aide sur le territoire qui est pour nous très importante. La fondation a été créée dans ce but-là. L'idée, c'était de donner en fait un petit peu de pouvoir à tous les invisibles et un petit peu d'accès en fait à certains éléments qui pour nous sont indispensables aujourd'hui. Donc la fondation aujourd'hui, elle agit dans 12 pays. C'est une trentaine de projets. Alors c'est de petites participations parce que l'idée en fait c'est d'aller rencontrer les structures et de co-construire des projets avec elles. C'est vraiment cette phase de co-construction, encore une fois, qu'on a pris de notre business, en fait, notre capacité à co-créer, pour aller vers les associations et leur dire voilà, nous on va vous financer sur des périodes qui sont en général de 3 ans. Ça peut aller de 3 à 5 ans, mais c'est plutôt 3 ans. Donc vraiment du moyen terme sur des projets dédiés où on finance la moitié des montants. Petit montant encore une fois, mais voilà, une trentaine de projets qui aujourd'hui continuent à fonctionner, et puis des premiers partenariats maintenant qui sont devenus bien plus gros que ce qu'on pensait au début. Donc vraiment une joie, encore une fois, parce que ça peut permettre aussi aux salariés, au-delà du business, de s'engager concrètement dans des actions et d'adresser, en fait, d'organiser cet engagement-là qui n'est pas forcément facile à faire dans une entreprise. Et ça va être un des fils, effectivement, que l'on va dérouler tout au long de cette conférence pour que vous sachiez, que vous soyez outillés pour effectivement faire le distinguo, ce que je vous disais tout à l'heure, entre le social washing et effectivement des entreprises qui sont réellement impliquées sur ces sujets. Et on va voir notamment le côté vertueux que peut avoir cette implication-là sur les entreprises. Guillaume, vous aussi, est-ce qu'il y a eu des temps forts dans le groupe ARES justement sur ces sujets-là et vous arrivez, ce que vous observez en fait quand vous arrivez en 2005 et même en suivant, dans tout ce que vous construisez dans le cadre de ce groupe, dans un marché qui est comment, qui a un regard là-dessus, qui est à quel niveau? Juste par rapport... Il faut voir que ARES a été créé en 91, donc Ouais. on a fêté nos 30 ans il n'y a pas très longtemps. Félicitations. Et ça fait du bien de se rappeler qu'on a la trentaine et qu'on est encore jeune. C'est un bel âge. Non, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est ARES a été fondé par 3 personnes. Philippe Crouzet, qui a une longue carrière, qui sortait de l'ENA à l'époque et qui a eu une longue carrière à la tête de grands groupes. Il a pris sa retraite juste avant le Covid de chez Vallourec. Et en fait, il a créé plein de dispositifs sociaux au fur et à mesure de sa carrière, de sa vie. Et il est toujours président d'ARES. Donc ça fait un peu... c'est pas forcément représentatif de notre vie associative, mais effectivement, d'avoir le même président pendant 30 ans, ça garantit une forme de continuité sur notre raison d'être. Et il se trouve que ARES a été créé par Philippe, un éducateur de rue, et le patron de la SNCF. Et en fait, rien qu'en disant ça, en fait, vous avez à peu près l'ADN et les piliers d'ARES, parce que à la base, ARES a créé en 91 avec un éducateur de rue qui se rend compte que les SDF qui vivent dans la gare vont bosser la journée pour Manpower en intérim. C'est d'une discussion comme ça entre l'éducateur de rue Philippe Crouzet et le patron de la gare de l'Est, qui a pour mission à l'époque de résoudre la problématique de l'errance dans la gare, que naît ARES et que ARES crée l'intérim d'insertion. Et en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nos 3 piliers, nos 3 modes de fonctionnement, c'est 1, ne faire que des modèles où le travail est au cœur du processus de réinsertion sociale ou d'insertion sociale des personnes. 2, travailler main dans la main avec les entreprises. Alors évidemment comme client, potentiel recruteur de nos salariés, mais on a été jusqu'à créer des joint ventures sociales, donc des entreprises co-détenues entre nous et en général des leaders de leur secteur. Et notre 3e pilier, c'est l'innovation sociale. On a démarré avec les SDF de la gare, mais derrière, on a continué sur les 30 ans. On a créé des dispositifs pour les seniors pour faire évoluer la loi sur l'accompagnement et l'insertion des publics de plus de 55 ans. Ensuite, on a bougé les lignes dans le monde du handicap en s'appuyant sur notre savoir-faire dans le monde du handicap, dans le monde de l'insertion pour l'adapter au handicap. Et puis plus récemment, on a adapté notre modèle de l'insertion au cœur d'une prison pour montrer que si on veut lutter contre la récidive,
faut sans doute travailler et adapter le mode d'accompagnement de l'administration pénitentiaire et des services du SPIP pour préparer les détenus à la sortie et pourquoi pas se servir de ce qu'on sait faire en dehors pour le faire en dedans. Quelle était votre question ? Non, mais elle est très bien, en tout cas répondue. C'est-à-dire que je demandais les grandes étapes et par quoi vous êtes passé, effectivement, quelles sont les grandes étapes pour ce sujet. Bonjour. Donc, je vous présente Moussa Camara, fondateur des Déterminés. Et je poursuis là, et puis super. Donc effectivement, vous nous donnez là les grandes actions et les grandes étapes que peut avoir le groupe ARES sur ces sujets. Et j'ai complètement perdu le fil de ma question, mais ça va revenir. Oui. En fait, ce que je comprends et moi ce que j'entends dans votre présentation, c'est que vous êtes le lien entre deux publics qui ne vont pas nécessairement se parler. C'est-à-dire que vous accompagnez des publics qui peuvent être dans des parcours en difficulté et vous les remettez dans des métiers. Et pour leur redonner une autonomie, une estime d'eux, etc. C'est-à-dire que vous venez créer quand même un maillon supplémentaire entre des besoins d'entreprise et des publics qui ont l'impression peut-être d'être sortis des radars de ces entreprises-là. Une évidence, c'est qu'en 30 ans, le paysage, ou en tout cas le profil des salariés qui sont en situation d'exclusion a énormément évolué. Donc forcément, au fur et à mesure de ces 30 années, on a dû s'adapter. Et encore aujourd'hui, on le voit, le nombre de personnes primo-arrivants, réfugiés, nous oblige à nous adapter sur notamment la linguistique dans nos parcours, etc. Ou sur l'avant-parcours d'insertion. Et donc il y a des évolutions, il y a l'évolution des profils des personnes en situation d'exclusion qui a fait qu'on a dû se challenger et faire évoluer les lois, les règles ou les dispositifs qu'on voulait créer. Et puis après effectivement, la RSE, l'engagement des entreprises, nos partenaires ont fait que là où il y a 15 ans, on travaillait main dans la main avec des clients qu'on appelait partenaires parce que c'était plus sympa, clairement, quand aujourd'hui on crée une société dont le but et la raison d'être sociale, c'est d'insérer des personnes en difficulté avec le groupe Vinci, forcément, on vient mettre l'inclusion au cœur d'une entreprise du CAC 40 qui fait autre chose au quotidien et qui construit des routes et qui exploite des aéroports, etc. Mais mine de rien, on va au plus haut niveau de chez Vinci et à des niveaux opérationnels mettre de l'insertion. Et notre job à nous quand même, parce qu'on reste une goutte d'eau, le monde de l'insertion, dans l'enjeu de l'inclusion et de l'insertion des publics en difficulté, notre enjeu, il est clairement de faire changer les regards des équipes de Vinci, en l'occurrence là, que je citais, sur qui sont ces personnes en insertion, mais de faire changer le regard de la société en général sur le handicap, les sortants de prison, etc. Et nous, on le fait par le travail, et il y a plein d'autres manières de le faire. Oui. Et justement, je voudrais que vous nous donniez quelques exemples, ou en tout cas quelques arguments que vous avez quand vous allez voir ces groupes, qui sont des très très gros groupes. Quels sont les premiers freins que vous arrivez à lever pour justement faire de ces métiers, en tout cas cette réinsertion, quelque chose de beaucoup plus simple dans leur secteur? On a la chance d'avoir 30 ans, donc on a quelques histoires à raconter. J'imagine. Et des grands groupes avec lesquels on travaille qui font que ça doit donner confiance. En tout cas, on continue de se développer. Non, moi là où moi ça me marque toujours, c'est qu'on travaille sur des métiers à faible valeur ajoutée, à faible niveau de qualification, où n'importe qui peut faire le métier et rentrer et travailler dès le premier jour de son contrat chez ARES. Et donc forcément, nos clients, en général, ou nos partenaires, utilisent beaucoup d'intérim, et beaucoup trop d'intérim sur ces métiers-là. Et quand ils voient qu'on travaille au même prix, à meilleure qualité souvent, et avec des équipes qui arrivent en ayant le sourire parce qu'elles sont motivées, juste qu'on leur redonne confiance. Moi, j'ai des managers de chez Vinci, XPO, etc., qui me disent « Mais je ne comprends pas comment tes équipes, elles font pour avoir le sourire et comment elles font pour être contentes de venir travailler. » Alors, il n'y a pas que le fait d'avoir juste un contrat en insertion qui fait ça, parce que clairement, ce sont des gens, et il faut le dire, c'est des hommes et des femmes qui font des métiers ingrats, peu valorisés, peu reconnus, sur du tri de déchets, des choses comme ça. Enfin,
c'est quand même ça l'insertion, hein. Donc, en tout cas, elles sont contentes d'avoir leur contrat, mais c'est aussi parce que derrière, nous, on va mettre beaucoup d'importance sur la formation de nos managers à manager avec bienveillance. Alors, c'est pas juste de la bienveillance pour dire que c'est un mot qui fait bien aujourd'hui, mais non, on forme tout le monde à la communication non violente, au management des salaires d'insertion. On a des chartes de déontologie et chaque manager qui rentre chez RS, il a ce socle sur lequel on peut s'appuyer, qui sont nos valeurs, nos piliers que je vous ai cités et notre raison d'être. Et clairement, c'est ça qui fait la force d'Ares et qui fait que moi, je suis toujours très content quand je vois qu'on crée une boîte avec des grands noms dans la logistique ou avec Accenture, GXO, enfin on peut les citer, hein, ou même Seb plus récemment, et où c'est des anciens salariés de ces grands groupes-là qui disent mais putain, moi je veux le job là, de responsable ou de manager, etc. Parce que après 30 ans chez Seb ou après 30 ans chez Vinci, je vais donner du sens à ma carrière en venant dans cette joint venture sociale qu'on a co-créée. Donc ça, c'est plutôt valorisant. Merci beaucoup. Vous avez juste à côté de vous Moussa. Moussa, je vais vous laisser prendre le micro qui est juste devant vous. Je vais vous laisser vous présenter les déterminés. Puis j'ai plein de questions à vous poser après. Bon, quelques mots. Déjà, merci pour l'invitation. On enchaîne beaucoup en ce moment, donc les déterminés, c'est le cas de le dire, il faut être beaucoup déterminé. Moi, je suis Moussa, je suis entrepreneur depuis 15 ans. J'ai grandi à Cergy-Pontoise, dans un quartier qui s'appelle la Croix-Petit. Et en fait, moi, l'entrepreneuriat, je suis tombé dedans par hasard, hein. Je n'avais pas forcément d'exemple d'entrepreneur dans mon entourage ni dans ma famille. Mais le fait d'entreprendre, ça a été pour moi une véritable chance, parce que ça m'a permis en fait de pouvoir m'insérer socialement dans ma ville, dans mon quartier, etc. Et en fait, quand j'ai créé ma première boîte dans le télécom et l'informatique en 2007, j'avais 20 ans, 21 ans, j'étais tout jeune, j'avais pas forcément confiance en moi, parce que finalement, des exemples d'entrepreneurs ou des gens qui réussissaient, autour de moi, il n'y en avait pas des masses. Et du coup, entreprendre, à l'époque, c'est comme si je disais que j'allais monter un immeuble de 15 étages, sans compétences, sans forcément avoir de diplôme et tout, etc. Donc c'est une condition mentale qu'il faut se mettre pour pouvoir parvenir. Et j'ai réussi à créer ma boîte avec plein de difficultés. Et derrière ça, j'ai réussi à créer de l'emploi. Et finalement, je me suis dit, bon, moi je suis en train de réussir à mon niveau. Comment ma réussite, elle peut contribuer à celle des autres? Vous savez, quand vous habitez dans un quartier, il y a un esprit de solidarité, d'entraide qui est très fort malgré la difficulté, le fait que les gens vivent dans des conditions pas faciles et inégalitaires parfois. Ça crée beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. Et en fait, moi, j'ai toujours été plongé dans ça. Et en vrai, quand il y en a un qui réussissait, c'est comme si tout le monde avait réussi. Et du coup, j'ai voulu m'engager très tôt dans l'associatif en montant première association à Cergy, qui s'appelait Agir pour réussir, qui existe encore, hein, qui est repris aujourd'hui par les plus jeunes, mais qui a contribué à créer le lien social et entre les habitants des quartiers, les habitants de la ville de Cergy-Pontoise. Et du coup, on a fait pas mal d'actions qui m'ont, moi, amené par la force des choses à être mise en avant. Et du coup, ça m'a valu de rencontrer beaucoup de gens, d'organiser beaucoup d'événements, de faire en sorte que les citoyens et les habitants puissent s'organiser, que la question des quartiers de la jeunesse n'était pas forcément quelque chose qui devait se faire sans eux, mais au contraire avec eux, et que c'était c'était une grande partie de la solution, ces habitants, et c'était pas le problème. Et du coup, on a eu tout un travail qu'on a mené pour avoir cette considération auprès des élus, des responsables politiques de l'époque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est pris en main. Et le fait de se prendre en main, ça fait changer beaucoup de choses. Et là, on a commencé à mettre des actions autour de l'employabilité des jeunes, aider aussi les jeunes dans leur réussite éducative, aider les familles à être relogées dans des bons logements où c'était accessible par rapport aux moyens qu'elles avaient. On a travaillé sur tout ce qui était engagement citoyen aussi. C'était un gros travail qu'on a dû faire, et aussi vraiment organiser des événements qui pouvaient fédérer au-delà des habitants de mon quartier, mais toute la ville, et créer des liens intergénérationnels qui a été très important. Et moi, pour moi,
j'avais la journée la casquette d'entrepreneur, parce que j'avais un business qui tournait et tout. Et le soir, j'étais au dirigeant d'association. Et en fait, ça a été une expérience qui a été, pour moi, qui a totalement changé un peu ma vie, hein, parce qu'en réalité, aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est une résultante de ce que j'ai fait avant et de mon expérience. Et j'ai voulu créer Les Déterminés quelques années plus tard, par le constat où les actions qui étaient menées beaucoup dans les quartiers, c'était des actions qui étaient très, très sociales, et c'était très bien. C'était des actions très culturelles et tout, mais très peu d'actions économiques. Et en vrai, moi, quand je regarde mon parcours, si j'avais pas créé ma boîte, j'aurais pas pu m'engager pour les autres. Et le fait d'avoir une autonomie financière, de gagner de l'argent, de lever la tête de mes difficultés et de faire en sorte que d'autres puissent aussi avoir un emploi périn et travailler, bah, ça a permis en fait de créer une dynamique positive, et là on s'est engagé. Et quand je crée Les Déterminés, le déclic il est là en fait. Je vais vous demander de mettre le micro là. Ouais, Voilà. quand je crée Les Déterminés, le déclic en fait il est là, c'est de se dire comment on peut contribuer à la réussite sociale des habitants des quartiers par le biais économique. Ouais. Et le biais économique, nous, qu'on a pris, c'est l'entrepreneuriat. En proposant des programmes de formation, une communauté d'entrepreneurs, à des programmes de formation gratuits à des hommes et des femmes qui avaient cette volonté d'entreprendre et qui n'avaient pas forcément les réseaux, qui n'avaient pas forcément les moyens financiers. Et surtout, ce qui leur manquait, c'est l'accompagnement. Et vous savez, quand vous habitez dans certains territoires, vous n'avez pas la connaissance, l'information de tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer ici à Paris, des conférences, des programmes d'accompagnement et tout. Donc, en réalité, vous êtes parfois livré à vous-même. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une bonne idée, un bon projet, avoir l'énergie qu'il faut, mais derrière, il n'y a pas le bon match. Et ce qui fait que, finalement, peut-être que vous créez, au bout de 2-3 ans, vous fermez votre boîte parce que ça n'a pas marché. Et du coup, tout ça, toute cette expérience, ce qu'on a voulu faire avec Les Déterminés, c'est ça, c'est de dire, nous, on va arriver avec le prix du développement économique par l'entrepreneuriat inclusif et par aussi une partie d'employabilité, parce qu'on s'est dit que tout le monde n'a pas vocation à devenir entrepreneur et à développer leur business. Et l'entrepreneuriat, c'est difficile. Il y a beaucoup de sacrifices. C'était ma première question. Je vous la pose parce qu'à un moment, si je viens vous voir, j'ai envie d'être dans cette formation-là des Déterminés. Je vous le dis, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? Et est-ce que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat? C'est un des premiers freins que j'aurais, moi, très sincèrement. Moi, pour répondre directement à la deuxième question, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Ouais. Ça, c'est une certitude. Après, est-ce qu'on est ou est-ce qu'on devient entrepreneur? Moi, je pense que je ne suis pas né entrepreneur, je suis devenu. Et j'avais aussi cette âme à chaque fois que j'ai lancé un projet, en vrai, de là où je partais, je me disais que je n'avais pas grand-chose à perdre. Donc, je me donnais à fond, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais c'est comme ça, c'est la vie d'entrepreneur. Et cet état d'esprit ça a beaucoup été... c'est toujours mon état d'esprit partout, dans tous les projets dans lesquels je me lance. Je le fais avec le cœur, avec conviction, parce que j'y crois. Et finalement, si ça ne marche pas, bah, en tout cas, j'aurais donné au maximum pour que je vais au bout. Et du coup, nous, quand les gens ils viennent chez nous, ils viennent avec une chose. Nous, on a un critère, c'est la détermination. Après, ça veut tout dire dedans, rien dire. En même temps, comment on détermine que les gens ils sont déterminés ou pas. Et là, on a des processus de sélection qui permet en fait, après avoir passé ces processus de sélection qui sont très sélectifs, bah là, on voit si les gens ils vont aller au bout ou pas du tout. Parce que c'est très long, c'est le passage devant un jury, c'est de la mise en situation pendant 3 jours, c'est une équipe d'entrepreneurs qui ont l'habitude de voir des entrepreneurs au quotidien qui vont juger votre motivation, votre détermination. Après, le projet, on ne le regarde pas. On ne regarde pas, c'est pas la question de qui on est ou la question d'où on vient, c'est la question de notre capacité à aller au bout d'un projet et la force qu'on veut y mettre. Et derrière, en fait, nous, avec ça, on est en capacité de sourcer un certain nombre d'entrepreneurs et à l'arrivée, on va en prendre 15 à 20 personnes pendant 6 mois qu'on va accompagner de manière gratuite. Mais ce n'est pas parce que c'est gratuit que la qualité est moins moindre. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un pool de formateurs, une centaine d'intervenants de formateurs avec qui on a créé une communauté pour qu'ils comprennent l'ADN de ce qu'on voulait faire avec les personnes. Parce qu'en vrai, moi je pense que nous, ce qu'on essaie de faire, au-delà d'une formation, d'un programme, c'est une transformation humaine.
C'est-à-dire, en réalité, à la fin, dans chaque groupe, tous ne vont pas forcément entreprendre. Mais, allez, 60 à 70% d'entre eux entreprennent, le reste n'entreprennent pas. Mais ce que ça a généré, le déclic que ça a eu en eux, bah, ça leur permet de retrouver un emploi beaucoup plus facilement, ça leur permet de comprendre l'écosystème économique dans lequel, de leur territoire, et pour pouvoir rebondir soit dans un projet entrepreneurial, soit à côté. Et du coup, tout ça, on a vu que ça a été des bénéfices de l'accompagnement du programme qu'on a mis en place. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours retourné à l'humain. Et c'est, je trouve, un dénominateur commun que vous avez avec le groupe Ares. C'était ce que je lis en fait dans les propos que vous avez, c'est qu'effectivement vous remettez de l'estime et de la confiance en soi à des personnes effectivement qui ne sont peut-être potentiellement pas poser la question, en tout cas de monter une boîte ou d'aller plus loin sur des projets ou encore d'essayer de sortir de conditions, de situations de vie compliquées. Enfin, le point commun, on l'a dit avant que tu arrives, c'est le manque de confiance en soi. Quand les gens ils n'ont pas bossé pendant 5 ans ou quand un jeune qui habite dans une cité, plus personne lui dit bonjour et que les seuls trucs qu'il a, c'est les portes qui se claquent chez Pôle emploi, la mission locale, etc. Bah, clairement, il reste chez lui, il a plus confiance. Il faut des acteurs comme les déterminés, je pense, pour... je pense que l'État et les pouvoirs publics ont mis beaucoup d'argent sur les années précédentes pour financer des dispositifs comme l'insertion, l'aide au poste, l'accompagnement pendant le temps du travail. Et nous, quand on travaille sur qu'est-ce qu'on veut faire dans les 10 ans à venir, en fait, on se rend compte que ça y est, on a prouvé que notre modèle, il était viable, que le travail dans le processus de réinsertion, ça vaut le coup, il faut le faire, etc. Mais on a tout un travail à remener de notre côté, Ares, et tous les acteurs de l'insertion en général, pour retourner sur le terrain et sourcer les bonnes personnes et prendre ceux que plus personne va chercher. Et là-dedans, il y a des talents. Il y en a qui ont le talent d'entreprendre. Il y en a d'autres, il faut leur donner la chance de retravailler et de se reconstruire. Mais en tout cas, on a un travail à faire et il faut mobiliser les pouvoirs publics pour dire allons chercher ces jeunes et n'attendons pas qu'ils soient démotivés et complètement exclus. Mais on a bien un rôle à jouer d'aller les chercher. Alors certes, il faut leur offrir le l'entrepreneuriat. Il faut continuer de militer, je pense, pour un maximum d'actions culturelles, citoyennes, associatives. Moi, je voyais un réfugié qui était arrivé il n'y a pas longtemps, que je faisais témoigner avec le préfet des Hauts-de-Seine. Et il disait, lui, un de ses processus d'inclusion qu'il a eu, c'est qu'il est devenu bénévole dès le début de son arrivée au Resto du Cœur. Et c'est parce qu'il était bénévole au Resto du Cœur qu'on lui a parlé d'une de nos sociétés, l'IVA, et qu'il est devenu salarié de l'IVA et qu'aujourd'hui, il va avoir un contrat en CDI ailleurs. Mais l'engagement citoyen, aller chercher ces gens sur les territoires pour leur offrir la possibilité de faire de la culture, du social, de la citoyenneté, et de leur montrer tout ce qui peut exister sur l'emploi et l'entrepreneuriat, c'est essentiel. Moussa, quand on rentre et qu'on est formé pendant 6 mois chez les déterminés, on sort de là, qu'est-ce qui se passe ? Vous les accompagnez ensuite derrière ? En fait, il faut savoir que nous, le programme, il dure 6 mois, mais en vrai, il dure beaucoup plus longtemps que 6 mois parce qu'en réalité, il n'y a personne qu'on lâche dans la nature. L'idée, c'est pas de créer un énième réseau d'accompagnement à la création d'entreprises. Je pense qu'on est dans des territoires où il y a un écosystème qui est assez riche. C'est comment on travaille en complémentarité avec tous les acteurs de la chaîne. Et du coup, tout ça, en fait, nous amène à créer des collaborations avec des réseaux qui vont faire du financement, d'autres réseaux qui vont faire de l'accélération et travailler avec des grands incubateurs pour pouvoir faire en sorte que cet écosystème il soit beaucoup plus divers. Parce qu'en vrai, l'information et le manque d'information, le fait que les gens n'ont pas l'information, ça peut en limiter beaucoup. Et du coup, pas connaître les programmes, nous, par exemple, on facilite tout ça. Et du coup, comment ça se passe quand un entrepreneur il sort d'un programme? Déjà, on a un club où il y a tous les anciens entrepreneurs qui sont passés par le programme, qui alimentent ce club et qui aujourd'hui, voilà, quand on a accompagné plus de 500 personnes en 5 ans, aujourd'hui, il y a plus de 300 personnes qui ont créé leur boîte, 80% d'entre eux, ils sont encore en vie 3 ans après. Crise, pas crise, hein, mais ils sont debout, il y a encore en vie. Quand tu regardes 40% d'entre eux entre 2 et 10 salariés, donc c'est des entreprises qui fonctionnent, qui marchent, qui génèrent du chiffre d'affaires.
il y a une certaine économie qui est créée déjà rien que dans le réseau. Et déjà rien que ça, c'est il y a vraiment une émulation entre eux. Et ce réseau-là, on organise pas mal d'événements autour d'entrepreneurs, de témoignages. Eux-mêmes, ils viennent participer pour les nouvelles promos. Et derrière, après, il y a toute l'accélération qu'il y a avec l'écosystème. Nous, l'objectif, c'est pas de créer un club, un réseau d'entrepreneurs à côté. C'est de faire en sorte comment nos entrepreneurs et les gens qu'on accompagne puissent faire partie de l'écosystème à part entière et qu'ils ne soient pas à côté. Et l'objectif, c'est comment on alimente. Et nous, notre rôle, un peu, c'est de faire un peu ce travail de redonner le pouvoir économique à ces entrepreneurs. Deuxièmement, de les mettre dans la lumière. Troisièmement, faire en sorte que ça devienne des exemples de réussite pour les plus jeunes, les générations qui vont arriver derrière. Parce que moi, je sais que le manque de rôle, modèle, d'identification auprès de nos publics, ça crée beaucoup de choses pas positives. Moi, quand je me suis lancé, je n'avais pas d'exemple d'entrepreneur. Il n'y en avait pas. Pourtant, j'ai toujours vu des gens qui se débrouillent avec leurs moyens du bord. Hein. Mais c'est une forme d'entrepreneuriat. Mais quand on n'a pas le modèle réussite précis. Et nous, ce qu'on veut apporter, c'est un peu ça. C'est de décloisonner tout ça. C'est de créer une passerelle entre le monde économique. Et après, derrière, on a parlé de confiance, d'humain, de légitimité. Moi, je sais ce que c'est de pas se sentir légitime, sentir que finalement, on n'a pas confiance en vous, vous faites même pas vous-même confiance quand vous êtes dans un certain milieu. Mais en réalité, quand on arrive à créer des moments pour faire ça, bah, finalement, ça habitue les gens et les gens là, ils se révèlent et révèlent leur potentiel et la meilleure version d'eux-mêmes. Et ça, on le voit quotidiennement. Parce qu'ils ont été mis en confiance. Oui. Il y a eu de la bienveillance. Tout à l'heure, j'ai entendu ce mot, c'est important. Et il y a aussi de la considération. Et finalement, ça permet à des gens qui peut-être ont recréé, mais pas à la hauteur de ce qu'ils ont créé, de réussir un projet beaucoup plus ambitieux, avec un projet dans lequel ils s'y retrouvent et où il y a du sens. Et ça, c'est important. Et je retiens un autre mot, et je voudrais qu'on en parle aussi par rapport au groupe UP, un autre mot qui est l'écosystème. C'est de travailler en écosystème, c'est-à-dire pas les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres. Et c'est un peu, et dans le groupe UP, dans les actions que vous avez, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'au-delà d'une monnaie intelligente que vous pouvez avoir, vous activez aussi des valeurs qui sont de l'ordre de l'entrepreneuriat, du soutien de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que vous soutenez aussi la restauration, vous soutenez un certain nombre d'initiatives là-dessus. Vous avez bien évidemment cette valeur de l'alimentation saine et aussi de la culture, mais donc vous soutenez en fait ces réseaux-là qui sont ces réseaux de professionnels pour vous aussi créer du lien avec des publics qui n'iraient pas nécessairement pour des questions très très claires qui peuvent être des questions de pouvoir d'achat ou même de se dire c'est pas fait pour moi, très, très clairement. Et vous avez aussi cette notion-là d'écosystème. Oui, tout à fait. Mais avant de parler de cette monnaie intelligente, en fait, ou monnaie fléchée, comme on aime à le dire, même si le terme de monnaie me plaît un peu moins, mais c'est de ça qu'on parle. S'il y a une chose sur laquelle je vous rejoins tous les deux dans les témoignages, c'est que je pense qu'il n'y a pas de... je fais partie aussi d'un réseau qui aide les entrepreneurs, qui s'appelle Réseau Entreprendre, avec ses côtés positifs et bien sûr négatifs. Il n'y a pas de concurrence pour aider les entrepreneurs en fait. On n'a pas tous la chance de faire les bonnes rencontres à un moment donné et de profiter de ces rencontres-là tout au long de notre vie. Donc je pense que la notion d'écosystème, c'est vraiment d'essayer de mettre tous ces acteurs ensemble, que ce soit le Réseau Entreprendre, que ce soit d'autres, en fait, pour essayer d'aider, d'aller chercher en fait les entrepreneurs où ils sont, parce que c'est comme ça qu'on va créer de la valeur. Et je rejoins aussi, ils ne seront pas tous entrepreneurs, mais ça va changer leur vie, ça va changer leur approche au travail, ça va les engager, peut-être qu'ils deviendront, ils rentreront dans une coopérative, parce que c'est une autre forme d'entrepreneuriat aussi. On participe en fait à un projet collectif et on partage les bons côtés comme les mauvais côtés. On n'est pas tout seul. Un des problèmes de l'entrepreneur, c'est sa solitude, et c'est là où il faut l'accompagner, notamment dans les premières phases de sa vie. Mais il y a aussi cet aspect, en fait, la coopérative, on est plein de petits entrepreneurs, on n'a pas les mêmes responsabilités que l'entrepreneur tout seul, mais notre destin, c'est quand même le nôtre, c'est nous qui le faisons. La notion d'écosystème, on y tient parce qu'en fait, on veut s'engager sur le long terme. Je veux dire, on n'a pas une approche, on existe depuis 64. On n'a peut-être pas eu le même développement que certains d'autres acteurs du marché, parce que nous, en fait, notre modèle, il est pérenne sur le long terme. On ne veut pas presser une partie de notre écosystème plutôt qu'une autre. On a nos clients d'un côté, bien sûr,
on a tout le réseau qui accepte nos produits et nos solutions. Et de temps en temps, c'est assez difficile aussi. Mais nous, en fait, on a le moniteur pour savoir exactement comment ils vont et ce dont ils ont besoin. On parlait des restaurants tout à l'heure. On sait très bien que la crise dans beaucoup de pays a favorisé plutôt les grandes surfaces que les petits commerces de proximité. Nous, on le voit. On a mené des initiatives pour essayer, encore une fois, de flécher à un moment donné nos utilisateurs, nos porteurs de solutions vers des réseaux qui étaient peut-être plus en difficulté, mais aussi un peu plus cohérents avec notre ADN et ce qu'on a voulu faire au début. C'est vraiment, on a envie d'avoir un impact dans le commerce de proximité, dans les territoires. Et quand je parle territoire, je ne parle pas au niveau national, je parle vraiment local, et ça, on a la capacité de le faire. Donc il y a énormément, une foultitude de solutions qu'on amène, de possibilités qu'on a aussi, mais pour favoriser ces échanges entre les porteurs de nos solutions et les écosystèmes. Et c'est quelque chose qui est très bien vécu par les pouvoirs publics et par nos clients. On le communique peu, mais c'est vraiment quelque chose qui est apprécié, parce qu'ils savent qu'en fait, les monnaies qui vont affecter, qui vont décider, les montants qui vont allouer, vont bénéficier au commerce de proximité. Ça, c'est vraiment quelque chose, surtout en cette période de relance et de reprise, c'est quelque chose qui est plutôt bien vécu et on trouve écho, en fait, quand on en parle. Je comprends parfaitement. On arrive à un point de bascule que je voudrais quand même traiter, parce que je vois que l'heure tourne. 2019, loi Pacte, explosion de cette question-là de l'engagement social, de l'engagement environnemental. Il y a un certain nombre d'entreprises qui existent, essaient de se transformer, ne se transforment pas, mais utilisent une communication très marketée autour de ces sujets-là, de la RSE, de l'engagement social, de l'engagement environnemental. Moi, je suis public, je suis un potentiel futur salarié où j'ai envie d'adhérer à une marque. Comment je fais ? Est-ce que vous avez des outils, des critères qui permettent de faire une distinction entre une véritable entreprise sociale et une entreprise qui fait du social watching, vraiment ? Comment est-ce qu'on fait pour éviter de tomber dans des écueils ? Est-ce qu'il y a des choses, des grandes lignes qu'il faut avoir ? J'ai un oui de Marc, j'ai Guillaume qui prend qui prend le micro, peut-être que Moussa aussi. Guillaume, je vous laisse commencer. Et puis, de toute façon, c'est une question que je vais vous poser à tous les trois, si ça vous va. Non, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit que le monde économique des grandes structures et des PME, start-up également, évolue. Et quand on voit la force de mouvements comme le mouvement Impact France, c'est plutôt bon signe, en tout cas pour nous, entrepreneurs, où l'impact social est au cœur. Après, j'ai envie de dire, nous, on voit les acteurs avec lesquels on fait des choses et on voit que ça bouge. Entre 2018, on a créé une boîte avec Vinci. 2020, on a créé une boîte avec Seb. Et on se développe. Donc voilà, on n'a pas de souci à s'associer avec des grands groupes. Tant qu'on reste majoritaire, qu'on maîtrise notre projet social et qu'ils nous aident à financer notre montée en compétences sur leur métier. Après, je pense que le sujet de la loi Pacte et du social washing, c'est la mesure d'impact, que ce soit pour nous ou pour tous les acteurs. C'est quand est-ce qu'on va être capable de mesurer l'impact social d'une société. Moi, je le vois au quotidien avec les sociétés avec lesquelles on travaille. On travaille avec des acheteurs, que ce soit publics ou privés, qui mettent en place des appels d'offres. Et dans certains, il y a des clauses d'insertion. Moi, ce qui me sidère, c'est qu'il y a des acheteurs qui sont capables de rédiger des cahiers des charges avec des clauses, avec des clauses sociales, etc. Cette clause sociale, elle vaut le temps de la réponse écrite. À partir du moment où on passe en soutenance et en sélection, la clause sociale, on l'oublie. Il ne reste plus que le prix et éventuellement un peu la technique. Et c'est là où je suis embêté. Et je suis encore plus embêté quand il s'agit de groupes publics ou de groupes parapublics, où je pense qu'ils devraient être exemplaires et montrer l'exemple sur une forme d'impact ou une forme d'engagement social qui est les achats responsables et les achats inclusifs. Donc voilà, après, on a tout à faire. Mesurons notre impact. Ouais. Nous, les premiers, mesurons notre impact. On nous dit toujours, c'est quoi votre impact ? C'est les sorties de nos personnes qui sortent vers l'emploi et la formation. Mais on pourrait évidemment faire mieux en se disant, tiens, on va regarder l'impact à plus long terme. Est-ce que à 2 ans ou à 5 ans après la sortie, combien sont encore en emploi ? Et ça, pour l'instant, on n'est encore pas assez mature
Et c'est un pour énorme l'avoir sujet, fait. la mesure d'impact. Et effectivement, ça fait partie des sujets que l'on traite en filigrane à Mouvement Up et que l'on va effectivement peut-être expliquer pour que vous soyez outillés, parce que c'est à l'heure actuelle un des excellents outils d'évaluation des entreprises. Marc, pour compléter le propos de Guillaume. Alors, justement, pour compléter, parce que Guillaume a utilisé un terme que je voulais utiliser, l'impact, la mesure d'impact. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour éviter tout ce qui est social washing, c'est vraiment de prouver par les chiffres, par les faits, réellement ce qu'on est en train de faire et le retour en fait sur investissement de ce qu'on est en train de faire. On parle vraiment de retour sur investissement social en fait aujourd'hui, et c'est ce qu'on doit faire. Il y a l'aspect un peu aussi long terme de nos actions. Aujourd'hui, on surfe un peu sur une mouvance, c'est vrai, parce que c'est demandé aux grands groupes, c'est demandé dans tous les appels d'offres aujourd'hui. Les critères RSE sont des critères où, je ne vais pas vous cacher que souvent on arrive à peu près à égalité, tous les acteurs arrivent à égalité, parce que la créativité en fait des bureaux des appels d'offres se limite à certains critères qu'on connaît tous, l'environnemental, le sociétal et un peu de social, mais réellement il y a ça. Donc c'est assez limitant. Je pense qu'il faut le faire sur le long terme, avec une vision long terme. Nous, l'exemple, peut-être que notre modèle, encore une fois, on le communiquait peu, mais il n'est peut-être pas parfait, mais on est dans une refonte en fait de notre refonte. Alors c'est pas le bon mot, et j'ai une de mes collègues dans ma salle qui porte avec moi la démarche RSE, mais c'est de se dire, voilà, il faut changer un petit peu le modèle. Il faut qu'il soit beaucoup plus incarné, je pense, par le haut de l'entreprise, parce que sinon, si c'est pas assumé, ça ne sert à rien. Ça restera le fait d'experts qui vont l'utiliser, ou la bibliothèque en fait dans laquelle on va piocher parce qu'il y a un appel d'offres, il y a quelque chose d'important qu'on veut faire. C'est pas ce qui va engager les salariés, c'est pas ce qui va engager les nouveaux talents, et aujourd'hui les nouveaux talents on en a besoin, et en plus on voit qu'ils sont très attentifs à l'impact de leur métier et de ce qu'ils vont faire demain, donc dans leur choix de société. Donc en fait c'est tout ce qui fait que si la gouvernance en fait n'épouse pas cette vision-là, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Et si c'est la gouvernance, ça ne peut pas être un projet à 2-3 ans, c'est un projet forcément à 5 ans, parce qu'il y aura des moyens. Et après, il y a tout l'outillage, je pense, qu'on peut mettre en place comme entreprise pour que les salariés s'emparent aussi de ça. On est un groupe, on a 3500 personnes. Je veux dire, si les 3500 personnes deviennent des acteurs aussi de la RSE, je pense qu'on aura cette visibilité qu'aujourd'hui on n'a pas, mais ça sera une visibilité qui sera naturelle, qui sera légitime, parce que c'est eux qui la porteront. Moussa, quand vous formez les entrepreneurs de demain, est-ce qu'il y a cette dynamique-là, et comment vous les outillez justement pour ou construire leur entreprise ou aller vers des entreprises qui peuvent avoir ces valeurs-là? Je pense qu'ils sont assez conscients aujourd'hui de la question sur ces enjeux-là, parce que c'est des enjeux aujourd'hui que l'entreprise ne peut pas garder, ne peut pas faire semblant de ne pas avoir vu. Oui, il y a un souci de transparence en plus. Il y a un souci de transparence, après c'est toujours l'impact, c'est pareil. Hein. On parle des entreprises, moi j'aimerais aussi parler du tissu un peu associatif, sur les mêmes sujets. Dès qu'il y a un truc qui est un peu à la mode, ou on va aller parce qu'il y a des financements là-dessus, etc. Et du coup, au détriment de la vraie action. Nous, aujourd'hui, on le voit beaucoup d'acteurs qui doivent agir sur la question un peu des territoires, des quartiers, etc., qui ont beaucoup d'argent public. Hein, et finalement, en termes de résultats, on n'y est pas au rendez-vous. Et c'est malheureux parce qu'il y a de quoi faire. Avec tous les gens qui sont dans des difficultés ou qui sont à la recherche de formation ou d'emploi, de ne pas forcément avoir atteint des objectifs, c'est compliqué. Du coup, on peut le voir auprès des entreprises, auprès des acteurs, auprès de tout ça et tout. Et la meilleure des choses pour pouvoir pallier à ça, c'est le résultat. C'est le résultat, c'est-à-dire à un moment donné, voilà, l'impact, le résultat, combien de personnes ça a aidé, combien de personnes sont sorties de là, l'argent qu'on met, les moyens qu'on met dans tout ça. Il faut que derrière, comme une entreprise, il faut avoir des résultats. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et juste pour ajouter, en tout cas les grands groupes, ceux qui ont pignon sur rue et que tout le monde connaît, et qui sont, en tout cas, qui font beaucoup de communication et qui s'engagent aussi sur ces questions de RSE, je pense, se rendent pas compte à quel point ils peuvent être un catalyseur d'actions sociales différentes. Et en fait, je trouve qu'on a trop encore tendance à opposer les dispositifs, l'action associative, l'action de l'entrepreneuriat, l'action d'insertion, l'action sur le handicap. Nous, dans notre domaine, on a souvent opposé le médico-social, le social, le handicap, etc. Non, de toute façon, comme tu dis,
des gens en difficulté, il y en a plus qu'il n'en faut. Et donc, il faut de tout, il faut de tous les acteurs pour résoudre les problématiques sociales des personnes en difficulté. Donc, moi, j'interviens dans quelques fondations de grands groupes et je leur dis, vous avez autour de vous, vous avez financé, tu disais tout à l'heure, 30 dispositifs sur le culturel et l'action culturelle, mais vous avez un véritable rôle à jouer à réunir ces actions-là et à leur dire, mais vas-y, copiez-vous entre eux, faites ensemble, faites des choses. Et voilà. Et donc, quand j'interviens chez Vinci, par exemple, je leur dis, mais la richesse des 20 ans d'action de la Fondation Vinci, servez-vous-en et fédérez ensemble pour faire en sorte que les 20 ans d'action soient démultipliés parce que les uns les autres vont se copier, tant mieux. Si un jour on copie un bout de formation déterminée pour nos salariés qui s'orienteront vers l'entrepreneuriat, eh ben, tant mieux, parce que nous, on ne saura pas faire, mais les déterminés sauront faire. Et ainsi de suite. Et en fait, d'accord. On est plein de gens à vouloir faire, mais souvent, on se bat d'abord pour exister dans notre système, parce que, attends, mais lui, il va choper un peu plus de pognon, lui, attends, machin. Non, il faut que l'État et les grandes entreprises nous aident à nous fédérer et à nous dire, allez-y les gars, on vous fait confiance, faites. Et il y a de la place pour tout le monde, c'est sûr. Je voudrais finir sur cette dernière question. Pour moi, j'ai la preuve quasiment au quotidien dans toute l'investigation qu'on fait au sein du mouvement UP, du côté vertueux de mettre cette dimension sociale dans l'entreprise, et notamment ça permet un engagement du salarié dans les valeurs de l'entreprise et donc bien évidemment dans son activité. Est-ce que vous me confirmez ça à chacune de vos échelles, notamment dans les valeurs que vous avez posées, vous, historiquement, au groupe UP? J'imagine que ça fait partie d'une dynamique de cohésion d'équipe. Totalement. Et quand on les perd, ces valeurs, je dirais que ceux qui le miroir, c'est les salariés qui nous le donnent, en fait. Et c'est eux qui nous disent, attention, là, on n'est plus aussi engagé que ce qu'on l'était avant. Donc, attention, il faut vraiment redresser le tir. En France comme à l'international, encore une fois. Et c'est vrai que si aujourd'hui, nous, on a pu créer une culture de notre différence à l'international, dans des situations qui sont totalement diverses, avec des populations qui sont totalement différentes, c'est vraiment autour de ces valeurs-là. Et c'est vraiment un dénominateur commun, en fait, qui fait que nos salariés se retrouvent. On est une coopérative en France, les statuts sont différents dans les autres pays, mais au moins ils se retrouvent autour d'un certain engagement, une certaine culture autour de ces valeurs. Vous confirmez? Moussa, peut-être? Moi, je le confirme à 100%, parce que le lien social, c'est ça, on a besoin. Et aujourd'hui, même les entreprises qui sont embarquées avec nous, on voit que les salariés qui sont investis un peu dans nos missions à nous, en direct, ça transforme tout autant. Direct, ils ne viennent pas au travail pareil le matin quand ils savent qu'ils vont être avec nous. Et du coup, ça donne un peu de sens, et tout, etc. Surtout chez les jeunes, on l'a constaté. Nous, on travaille avec des cabinets d'audit, conseils, et tout, etc. Où c'est que du chiffre toute la journée. Croyez-moi que quand ils sont avec nous, les entrepreneurs, ils repartent avec plein d'énergie. Et ça, ils aiment. Et du coup, l'entreprise, elle a compris qu'à un moment donné, travailler avec des entités comme les nôtres et tout, je pense que c'est aussi un gage pour leurs salariés, parce que les salariés, c'est plus comme à l'époque, ils rentrent dans une entreprise et ils restent toute leur vie. C'est qu'aujourd'hui, ils ont besoin de retrouver un peu de sens. L'argent n'est pas seul le moteur, ça fait, on a besoin un peu, mais au-delà, c'est comment je me lève le matin, je me sens utile, et si je le fais dans mon entreprise, c'est encore mieux. Oui, tout à fait. Guillaume? Évidemment, beaucoup de salariés de grands groupes et beaucoup de PME intègrent tout ce qui est impact social et environnemental. Moi, je vois quand même, si les grands groupes peuvent continuer de mettre en place du mécénat, c'est top. Il faut aussi que ça ne s'arrête pas juste à l'étage des cadres et des cols blancs. Faut que ces groupes-là, ils aillent... Alors, il faut aller plus haut et que le DG montre l'exemple, mais il faut aussi qu'ils profitent de tous les gens qui sont des exemples pour les jeunes, qui ont réussi, qui ont des carrières, qui font des métiers ouvriers, agents de maîtrise, etc. Faut se dire, mais eux aussi, il faut changer les regards sur les nouveaux publics, les nouvelles populations, etc. Et il faut que tout le monde s'investisse sur ce sujet-là, pas que un petit bout de mécénat de temps en temps qui fait évidemment du bien sur des aspects associatifs, mais on peut aller encore plus loin.
Messieurs, l'heure tourne et ça a été un plaisir de vous avoir. Alors, la particularité de cette table ronde ce soir, c'est que vous êtes 3 hommes et que normalement, on fait extrêmement attention à la parité homme-femme. Les agendas ont fait, et je vous prie de nous excuser de n'avoir que des hommes à cette table ce soir. Je voudrais faire un dernier tour de piste avec vous. J'ai besoin de connaître vos actualités ou d'avoir plus précisément quels sont les prochains sujets, les prochaines étapes, les prochains rendez-vous qu'on peut avoir avec vous de manière distincte. Moussa, pour commencer. Nous, rapidement, on lance notre prochaine promotion nationale qui est ouverte à tous début janvier. Et les clôtures des candidatures, c'est le 6 décembre. Ok. Donc voilà, il faut aller sur le site des déterminés. Il faut aller sur le site des déterminés. Ok. Notamment, on développe une grosse action autour de l'employabilité dans des métiers du numérique, transport, publicité, hôtellerie, restauration, pour accompagner des jeunes qui sont en décrochage vers des emplois à parcours d'évolution de carrière dans ces entreprises. Candidater, vous avez jusqu'au 6 décembre. Guillaume. Nous, 2 types d'actualités. On vient de fêter nos 30 ans, donc on va pas faire d'event tout de suite. Mais voilà, mais ça a été une occasion de projeter nos défis à 10 ans, et donc on a encore du boulot, tout sur des thématiques avant le parcours, mais aussi sur des thématiques de professionnalisation de nos métiers, pour certifier certains métiers auxquels nos salariés, sur lesquels nos salariés travaillent, et un enjeu très concret et pratico-pratique. On fait en moyenne 15% de croissance ces 10 dernières années, et on a un budget de l'année prochaine à plus de 25% de croissance. Donc on est en forte tension de recrutement, y compris sur nos permanents. Donc on doit avoir 60 postes ouverts aujourd'hui pour rejoindre le groupe Ares. Donc allez sur le site du groupe Ares. Allez-y sur le site Ares. Pour trouver des métiers qui ont du sens. Marc. Au-delà des recrutements, sur les métiers dont on parlait, sur les métiers liés au digital, bien sûr, et les métiers commerciaux, parce qu'on est quand même une société commerciale avant tout. C'est vrai que c'est vraiment c'est notre essence et ce qui nous anime. Mais je pense que je le disais, le rendez-vous pour nous et l'enjeu, le défi, c'est vraiment cette nouvelle démarche RSE. Sans vouloir trop communiquer, sans vouloir changer totalement ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est pour embarquer les salariés en interne. C'est vraiment un vrai défi pour qu'ils puissent le porter en externe. C'est un vrai défi, c'est un vrai enjeu qu'on porte avec beaucoup de responsabilités, mais aussi beaucoup d'attentes, sincèrement, et beaucoup d'envie, parce que je pense que d'ici 1 an ou 2, quand on l'aura porté, qu'on commencera à voir vraiment les fruits de cette transformation, on sera très fiers de ce qu'on a fait. Donc voilà. Merci de redonner du sens dans chacune des activités que vous avez. Moi, je vous donne l'actu. Donc, on a sorti il y a peu de temps un magazine qui était pour le numéro d'automne, qui s'appelle À hauteur d'enfant, parce qu'on s'est aperçu que c'était les grands oubliés de la communication, notamment de ces 2 dernières années dans cette crise Covid. Alors oui, il faut leur parler, mais oui, il y a aussi des manières de leur parler. On vous dit tout dans notre dossier central, en plus de prochaines conférences que l'on va mener ici à Phare dès la semaine prochaine. Messieurs, merci beaucoup pour votre intervention. Je laisse au public présent, bien évidemment, le temps d'un échange s'il le souhaite. Je suis obligée de rendre l'antenne. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci à tous.